Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Ce vendredi, Ça fait l'actualité s'intéresse à un sujet majeur, stratégique, historique même pour l'Afrique de l'Ouest, une monnaie unique pour la CEDEAO. Depuis plus de 20 ans, ce projet nourrit espoir, débat, report et interrogation. Aujourd'hui, alors que le contexte économique mondial est instable, que les défis sécuritaires persistent et que les équilibres politiques évoluent, une question centrale se pose. Les États de la CEDEAO sont-ils réellement prêts à basculer vers une monnaie unique? L'on répondra à cette interrogation derrière ceci. Sur la question de la monnaie unique de l'espace CEDEAO, on pourrait également se demander quels bénéfices pour les populations, quels risques pour les économies nationales et surtout quelles conditions restent à remplir. On espère trouver en partie réponse dans cet élément que nous propose notre dynamique reporter F. Boué. Depuis plus de 20 ans, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, porte un projet structurant, la création d'une monnaie unique, l'ECO. Une ambition politique et économique pensée pour renforcer l'intégration régionale, fluidifier les échanges et réduire la dépendance aux monnaies extérieures. Régulièrement réaffirmée lors des sommets des chefs d'État, cette volonté se heurte pourtant à une réalité plus complexe. Pour basculer vers une monnaie commune, les États doivent respecter des critères de convergence stricte, inflation maîtrisée, déficit budgétaire limité, dette soutenable, réserve d'échange suffisante et stabilité macroéconomique. Aujourd'hui, peu de pays remplissent simultanément l'ensemble de ces conditions. Les divergences restent fortes entre les pays de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, déjà unis monétairement, et ceux hors de cette zone. La CEDEAO, c'est 8 différentes monnaies. Aussi, le poids des grandes économies, le Nigeria notamment, pèse lourd dans la balance, tandis que plusieurs États font face à des fragilités structurelles aggravées par l'instabilité politique et les défis sécuritaires. Pourtant, les bénéfices attendus demeurent attractifs. Baisse des coûts de transactions, dynamisation du commerce interrégional, crédibilité financière accrue. Mais sans discipline collective et convergence réelle, le calendrier reste incertain. La monnaie unique de la CEDEAO apparaît donc moins comme une échéance immédiate que comme un objectif à moyen terme, suspendu à une question clé. Les États sont-ils prêts à lever toutes ces limites et à respecter la date de 2027 annoncée pour le lancement de l'ECO? Mesdames et messieurs, le décor est planté. Pour en discuter, deux journalistes chevronnés sont avec nous sur ce plateau. Lansine Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI 1, chef du service économique. Bonjour Lansine Bakayoko. Bonjour Ahmed Sylvie. Bienvenue sur ce plateau. Bledson Mathieu, secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour Ahmed Sylvie. On est très heureux de vous accueillir. Oui, moi aussi en tout cas, je suis heureux d'être là. D'accord. On l'a pu l'entendre dans ce reportage que nous proposait F. Boué. La CEDEAO, c'est 8 monnaies. On est en train de vouloir converger depuis plus de 20 ans, comme on le dit, vers une monnaie unique. Est-ce que les États sont prêts à faire front commun pour aller vers une monnaie unique? Bledson Mathieu. Non, à l'état actuel, les États ne sont pas prêts. C'est même pour ça qu'on met pression sur eux. C'est pour ça que les chefs d'État continuent de se réunir. Les États ne sont pas prêts parce qu'il y a beaucoup de convergences à mettre en place. Ça nécessite ou ça augure à des austérités sur certains projets. Mais c'est une obligation pratiquement aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de dire on est à l'UEMOA, c'est 8 pays, et le Nigeria a une monnaie à lui seul qui ne va pas quelque part, qui freine son économie. Le Ghana, la Guinée-Conakry, qui sont aujourd'hui des pays d'espoir, d'espérance. Le Nigeria, c'est le géant, mais l'handicap, la monnaie l'handicap énormément. À l'opposé, les 8 pays de l'UEMOA sont plus ou moins soudés, mais même s'il y a une monnaie commune, ce n'est pas des pays qui ont décidé, qui ont respecté certaines exigences avant d'y aller. Ils ont été mis là-dedans et au fur et à mesure, il y a certains qui accusent des défaillances, mais comme déjà la monnaie existe, ça fonctionne avec. Avec l'ECO, en principe, votre reporter l'a dit, c'est un bien nécessaire. La formule, c'est de dire c'est un mal nécessaire, mais là, c'est un bien et c'est obligatoire que les pays y aillent. Voilà. D'accord. Lansine Bakayoko, quels sont les critères pour en arriver à une monnaie commune qu'on appelle l'ECO et pourquoi ça dure autant?
Oui, pour mettre en place une monnaie comme l'ECO, il y a beaucoup de critères. Mais Lesquels? les principaux critères, ce sont les critères de convergence. Les critères de convergence, ce sont les agrégats macroéconomiques. Et en l'occurrence, les questions liées au déficit budgétaire. En général, dans les unions monétaires, ce déficit doit être égal autour de 3%. Il y a les questions, par exemple, de l'inflation qui doit être autour de 2%. Or, nous sommes dans une zone monétaire où nous sommes dans une région où il y a 8 monnaies. Et votre reporter l'a dit. Et donc, chacun a ses critères en son sein. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il va falloir mettre tous ces critères ensemble, sortir un critère qui va contenter l'ensemble de ces banques centrales. Et ça, ce n'est pas une sinecure. Il y a beaucoup d'autres difficultés. Par exemple, les taux d'échange, les réserves d'échange, les taux d'échange qui ne sont pas toujours identiques, qu'il va falloir mettre en place. Et puis vous savez, en matière de politique monétaire et de politique fiscale, cela exige une volonté forte des États et cela aussi demande un abandon de souveraineté. Et ça, ce n'est pas toujours bien pris par les États parce que les États en soi sont jaloux de cette souveraineté. Or, pour mettre en place cette monnaie unique, il va falloir renoncer à beaucoup de choses et beaucoup de souverainetés aussi doivent être intégrées ensemble. Bon, il y a d'autres qui sont en position de force et donc ça va être difficile qu'on le fasse, mais on y arrivera. Est-ce à dire que c'est un projet trop ambitieux? Non, le projet il n'est pas trop ambitieux. De toute façon, nous devons aller vers ce projet. Tout le monde est d'accord qu'il faut une intégration régionale plus poussée. Vous savez bien que cette monnaie va permettre de mieux maîtriser l'inflation, de créer le commerce intra-régional va s'accentuer au sein des États. Et donc, vous voyez que c'est une monnaie, tout le monde reconnaît, qui est importante. Et puis même d'un point de vue psychologique, il y a que l'ECO est une monnaie qui va permettre de contrecarrer, de permettre à la sous-région d'avoir des monnaies fortes pour pouvoir faire face aux autres monnaies, notamment le dollar et l'euro. Et ça, il faut que les États se mettent ensemble pour avoir cette monnaie forte-là et pour pouvoir être représentatif sur le marché du commerce international. D'accord. Bletson Mathieu, dans cette convergence d'idées vers une monnaie commune, est-ce qu'il n'y aura pas plus d'avantages que d'inconvénients? Parce qu'en ce moment, puisqu'on n'en est pas encore là, on se dit qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas un manque de volonté politique où il y a plus d'inconvénients que d'avantages? Oui, il y a ce manque de volonté politique. Parce que la CEDEAO, aussi simple que cela puisse paraître, c'est la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO n'a pas été créée pour régler le problème de coup d'État ou le problème de démocratie. Ce n'est pas ça du tout. Sa fonction première, c'est l'économie. Or, quand vous créez un espace économique, cela suppose que vous avez une monnaie commune. À l'époque, on dit, bon, crée l'espace, on va mettre en stand-by la monnaie qui est quand même l'élément phare, mais on va essayer, par exemple, d'enlever les histoires de visa, les histoires de taxes aux frontières. Bon, ils ont fait progressivement, mais où ils sont arrivés, bon, pratiquement, tu es à l'entrée d'une ville, il faut entrer dans la ville, il faut que tu prennes une maison, et c'est à cette étape-là qu'on est. Tant que vous n'avez pas une monnaie unique, vous aurez des économies disparates. Et dans l'ensemble, vous ne pouvez pas en profiter particulièrement. D'accord. Lansine Bakayoko, est-ce que finalement ce projet qui est retardé n'a pas d'impact sur le projet de la ZLECAf, celui de du libre-échange dans l'espace CEDEAO? Est-ce que finalement ça n'a pas un impact là-dessus? Non, en principe, ça devrait avoir un impact parce que vous savez, en économie tout comme en politique, il y a ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité qui fait qu'on doit avoir d'abord des regroupements régionaux très forts et ce sont ces regroupements régionaux qui doivent converger vers un regroupement beaucoup plus continentale. C'est-à-dire que la CEDEAO doit être une entité forte, homogène, et cette entité pourra être plus représentative au niveau de la ZLECAf. Et vous savez aussi que la ZLECAf, c'est pour faciliter les échanges intra-africains, intra-États. La CEDEAO, elle aussi, a pour vocation de faciliter les échanges intra-régionaux. Donc, si vous voulez, ce sont les mêmes ambitions. Et comme j'ai dit, sur la base du principe de subsidiarité, il est évident que la CEDEAO doit pouvoir avoir d'abord un ensemble puissant, fort, homogène, pour pouvoir aller vers un ensemble plus grand, parce qu'en réalité, à la ZLECAf, il y a beaucoup d'autres entités qui s'y retrouvent, d'autres entités régionales. La CEMAC va se regrouper, la SADC au niveau de l'Afrique va pouvoir se regrouper, il y a l'Union maghrébine qui va pouvoir se regrouper. Donc, je crois que c'est tout un ensemble qui doivent se mettre ensemble, faire converger leurs idées pour aller vers la ZLECAf. Or, si nous voulons être représentatifs au niveau de la ZLECAf, si nous voulons profiter de la ZLECAf, nous devons
maîtriser tous nos agrégats qui vont converger vers la création de cette monnaie unique et pour que nous soyons plus représentatifs au niveau de la ZLECAf. Bletson Mathieu, les tensions politiques actuelles dans la sous-région ne sont-elles pas coupables de ce que cette monnaie-là soit retardée dans son exécution? Oui, les enjeux politiques, effectivement, hein, les réalités aujourd'hui, vous avez, ne serait-ce que dans la zone UEMOA, on a une dissension. Tu as le bloc AES qui dit que bon, on reste dans la zone UEMOA, mais on quitte la CEDEAO. Si on bascule pour une monnaie unique, quelle sera leur situation? Ils viennent à cette monnaie unique en tant que membres de l'UEMOA où ils vont dire, bon, comme c'est devenu maintenant une affaire de CEDEAO et que nous, on n'y est plus, on ne va pas. Bon, mon avis, c'est qu'ils n'ont pas le choix, ils vont venir, c'est clair. Mais ça fait qu'ils ne participent même pas aux discussions. Pourtant, lorsqu'on va y arriver, ils seront obligés de venir pieds et mains liés parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. À mon avis, hein, c'est juste un avis que je donne. Ils peuvent parfaitement créer leur monnaie comme de temps en temps ils en parlent. Mais si depuis pratiquement 3 ans, ils n'ont même pas mis la seule structure en place pour faire cette monnaie, s'ils ont quitté la CEDEAO à cause des Français, alors que dans l'UEMOA, il y a vraiment couleur des Français, odeur des Français, bon, c'est parce que vraiment créer une monnaie, c'est tout autre chose. Donc ça, c'est un problème. Au sein même des autres pays qui restent... ça ne va pas forcément parce que c'est des calculs politiques. C'est aussi des chefs d'État qui ont un mandat et qui ont des réalités locales. Ils se disent, bon, j'ai un premier mandat, voilà ce que je veux faire. Les contraintes fédérales, les contraintes au niveau de la CEDEAO peuvent m'obliger peut-être à moins investir dans l'éducation alors que moi j'ai envie de construire des écoles. Ça peut peut-être m'obliger à moins encaisser sur telle ou telle chose. Et donc ça sont des contraintes parce que quand vous faites une monnaie unique, il y a des directives. Lors du dernier sommet des chefs d'État, ils ont fini par donner pratiquement instruction à la Commission de veiller à ce que ce problème soit réglé en donnant des directives déjà, faire en sorte que les directives décidées par le Conseil puissent être traduites en loi dans les différents pays. Il y a quand même des contraintes quand vous partagez un bien commun qui est la monnaie. Il y a vraiment des contraintes. Voilà. D'accord. Lansine Bakayoko, est-ce que des États comme le Nigeria ne craignent pas d'être en perte de vitesse au niveau économique ou bien carrément fondre leurs performances dans celles de la région, de la sous-région, raison pour laquelle ce dossier n'avance pas au niveau de la CEDEAO? Moi, je pense que le Nigeria peut être, en tout cas, en l'état, peut être un pays perturbateur de l'éco, de la mise en place de l'éco, du processus de mise en place de l'éco, mais moins pour la raison que vous venez d'évoquer. Je pense que le Nigeria a ses propres réalités. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure d'agrégat, j'ai parlé des critères de convergence. Mais quand vous prenez une économie comme l'économie nigériane, pendant que la Côte d'Ivoire tourne autour de 3 à 4% au niveau de l'inflation, le Nigeria était à 15% l'année dernière. Et cette année, elle gagnait quelques points, 3 points, ils sont descendus à 12%. Vous prenez un pays comme le Ghana également, qui est aussi à un niveau relativement important d'inflation, à peu près 8 à 9%. Bon, ça, s'ils étaient même dans la zone UEMOA, ils sortent déjà des critères. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même pas les critères qui sont édictés par l'UEMOA. Bon, maintenant, il y a une question que vous avez posée, c'est une question principale sur la désagrégation de la CEDEAO par rapport aux États de l'AES. Moi, pour ma part, j'ai toujours estimé que cette AES-là est une chimère. Bon, quoi qu'il en soit, ça ne devrait pas poser de problème parce que eux déjà disent, en tout cas si je m'en tiens aux positions principales de ces 3 dirigeants, ils disent qu'ils sont déjà en train de mettre en place leur monnaie et que les experts, j'ai entendu le gouvernement malien dire que les experts sont très avancés sur la mise en place de la monnaie qui va réguler le commerce au niveau de l'AES, mais donc je pense que même si l'ECO venait à être mise en place, l'ECO ne sera pas mise en place avant 2030. Avant 2030, donc je pense que si l'AES tient ses promesses, devrait avoir déjà créé sa monnaie, donc ça ne devait pas être un problème. Maintenant, l'autre problème par rapport au Nigeria et probablement au Ghana, ces pays anglophones sont dans un système économique où leurs monnaies sont régies par une flexibilité. Alors que nous sommes avec une monnaie qui a une parité fixe. Elle fluctue, la monnaie. Ça, la monnaie flux, c'est ce que j'appelle flexibilité. Ça veut dire que nous sommes à parité fixe. Et ça, ce sont des divergences majeures entre les États de l'UEMOA et ces États anglophones. Et pour moi, ces questions-là doivent être réglées en interne, trouver un mécanisme pour qu'on ait quand même une communauté de vues sur la question. La différence de langue ne peut
pas être aussi un problème à la création de cette monnaie? Non, vraiment pas du tout. Quand vous prenez l'euro, c'est plusieurs pays, c'est vraiment des gens qui ne parlent même pas la même langue, sauf qu'ils ont accepté que l'anglais soit leur langue officielle, mais vraiment, ça circule très bien. Non, la langue n'a pas un lien particulier. Par contre, vous avez parlé En Afrique, on a quand même plusieurs pays avec des soixantaines de langues ou une soixantaine de langues. Donc, ça fait un pays, 60 langues, et plusieurs autres pays dans ce même cas-là. Oui, mais On je ne pourrait pense pas prétendre finir non, comme l'Europe. je pense pas que ça puisse être un frein du tout. Puisque le billet de banque, quand il est adopté, tu es en Côte d'Ivoire, on dit que c'est le CFA qu'on utilise. Bon, que le CFA, tu le traduises dans ton ethnie ou pas, c'est le CFA. Tu arrives au Ghana avec ton CFA, ils peuvent l'appeler comme ils le veulent, mais c'est cette monnaie-là, ils reconnaissent et ils ont la convertibilité dans leur monnaie. Donc ça ne peut pas poser un problème. Non, le problème que peut-être, vous avez parlé tout à l'heure du Nigeria. Oui, effectivement, le Nigeria n'était pas très enthousiaste dans cette affaire de co, surtout lorsqu'on arrivait à la partie où il fallait confier la gestion de la mise en place au président Alassane Ouattara, qui était un banquier, qui c'est son métier, il dit bon ça je peux faire. Et lorsque il a été question que, en attendant que l'ensemble des pays de la CEDEAO soient prêts, les 8 pays de l'UEMOA qui utilisent déjà une monnaie commune, pas habiter dans ce nouveau quartier qu'on appelle l'ECO. Alors le GIA se sent disant, bon, si vous habitez là-bas, vous y allez, quand moi je vais arriver, je ne peux pas être le chef. Alors que le Nigeria se dit qu'il est le géant de l'Afrique de l'Ouest qui doit être le chef. Dans cette Afrique de l'Ouest, effectivement, le Nigeria, en parlant de ses ressources, de son PIB, de sa population, c'est le géant. Le seul problème, c'est qu'il y a un autre pays à côté, la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup plus structuré, qui en termes de services, en termes d'efficacité de son système, bon, c'est d'un autre niveau. Donc le Niger dit, moi j'ai beaucoup d'argent en termes de revenus, j'ai le pétrole, j'ai ceci. En termes de population, j'ai fait 3 fois la population de la Côte d'Ivoire au Bamo. Mais la Côte d'Ivoire aussi dit, bon, nous on est beaucoup plus structurés. Vous avez vu la crise au Sénégal, ce sont les banques ivoiriennes qui sont parties, ce n'est pas les banques, comment on appelle ça, du Nigeria. Voilà. Vous prenez les individus, tu as de multiples, des milliardaires, même en dollars au Nigeria, ce que vous n'avez pas vraiment en Côte d'Ivoire. Lors de la CAN, ils sont arrivés ici en masse avec des jets privés. Mais l'économie elle-même n'a pas la structuration. Au Nigeria, c'est autre chose. Et donc, les gens préfèrent souvent mettre le siège de leur entreprise régionale ici. Donc, quand on fait cette monnaie, il y a cette concurrence quand même indirecte qui existe. Voilà. Lansine Bakayoko, est-ce que le contexte actuel, en 2025, est beaucoup plus favorable qu'il y a 10, 15 ou 20 ans? Dans tous les cas, c'est un processus qui doit se mettre en place. Il y a des objectifs opérationnels qui doivent être réglés d'abord. Il y a des impératifs institutionnels également. Par exemple, Blesson l'a dit, où est-ce qu'on va mettre le siège de cette monnaie? Parce qu'il y a que, ça ce n'est pas une insulte, des pays comme le Nigeria ont encore des efforts à faire en matière de structuration de leur économie et même de leur rapport au commerce. Et il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont relativement, ce n'est pas du chauvinisme, qui sont relativement vertueuses en matière de gestion macroéconomique. Donc tout ça, il va falloir faire converger toutes ces choses. Donc pour moi, cette affaire devrait prendre un peu plus de temps et peut-être forcer. Le sommet l'a d'ailleurs dit, il faut demander aux représentants des États d'accélérer le processus de mise en place de cet éco. Mais ça veut dire que chaque État doit faire l'effort sur lui-même, je l'ai dit, d'abandonner une partie de sa souveraineté très rapidement, notamment, et c'est plus difficile, les politiques fiscales et les politiques monétaires. Parce que ces politiques-là arrachent une partie de la souveraineté aux États. Et donc, il faut que les États acceptent de céder une partie de leur souveraineté à l'ensemble, à la communauté. Pour l'heure, en l'état actuel, on ne peut pas mettre en place l'éco. On ne peut pas mettre en place l'éco parce qu'on ne peut pas être dans un ensemble complètement disparate. Ces 8 monnaies qu'on va mettre ensemble, il faut qu'on ait un minimum de consensus qui puisse rendre les prix stables. Parce que si on ne le fait pas, il y aura une instabilité au niveau des prix et l'inflation va fortement augmenter. Et ça, c'est quelque chose qui ne sera pas profitable pour nos populations. Une monnaie comme la livre sterling en Europe avait beaucoup plus de poids avant de rentrer dans l'euro. Et aujourd'hui, même quand elle est sortie de l'Union européenne, de l'euro, elle a une monnaie qui est beaucoup plus bas qu'auparavant. Est-ce que des États ne pourraient pas être victimes de cet état de fait en Afrique? Précision. Il y a eu des accords entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France, et l'Union européenne, mais c'était des accords autres que des accords monétaires, autres que des accords financiers.
Parce que la Grande-Bretagne a gardé sa livre sterling, tout comme la Suisse, qui a aussi sa monnaie. En Suisse. Un pays comme la Norvège également a sa monnaie. Ce n'est pas l'euro qui circule en Norvège. Donc, je veux dire, il y a d'autres types d'accords, parce que dans les accords, il y a d'autres accords. Donc, précisément, ce sont ces accords qui doivent faire convergence. Bon, il y a des périodes d'observation par rapport aux États, par rapport aux critères qui ont été fixés en général par le Parlement de cette union-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, ce n'était pas le cas en Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne est restée là en train d'utiliser sa livre sterling. D'accord. Donc aucun impact de l'euro, de cet accord avec l'Union européenne sur sa monnaie? Manifestement. Manifestement, non. Une monnaie pour la CEDEAO, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une monnaie commune à toute l'Afrique? Ou juste à la sous-région Oui, ça c'est l'idée que partage l'Union africaine, mais l'instance a commencé à comprendre qu'il faut renforcer les fêtières régionales, parce que c'est à l'échelle du continent, ça devient beaucoup plus complexe. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, dans la CEDEAO, on a 15 pays, on n'arrive pas forcément à s'entendre. Bon, si vous ajoutez des pays aussi lointains de nous, tels que le Kenya ou l'Afrique du Sud, bon, peut-être même le Cameroun, on entend beaucoup parler, mais sur le plan économique, on est assez différent. On a encore le visa d'un montant assez élevé. Bon, donc régler ces problèmes-là, il faut commencer par les blocs. Au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas de visa, donc ça c'est un véritable acquis. Les chefs d'État se réunissent régulièrement pour évoquer un certain nombre de questions. Donc on pense qu'il faut encourager d'abord ça, et puis après les blocs pourront communiquer plus facilement, c'est clair. D'accord. Cette monnaie, une fois mise sur pied, est-ce que les populations en profiteront aisément ou vraiment? En principe, les populations devraient en profiter, parce que si cette monnaie est mise en place, ça veut dire que le commerce intra-régional va se renforcer. Un commerçant ivoirien qui arrive au Nigeria, il est obligé de convertir son argent en naira, ou si un commerçant ghanéen arrive en Guinée, il est obligé de convertir. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Et même quand un commerçant, on va dire, capverdien arrive au Ghana, c'est encore beaucoup de choses où le dalasi qui est utilisé en Gambie, par exemple, vraiment, ça fait un peu folklorique, ça fait un peu de trop. Or, si nous avons une seule monnaie, facilement, il peut avoir la convertibilité. Il n'y aura pas de problème de convertibilité, je vais dire. C'est-à-dire qu'un commerçant peut rester ici, déjà même faire ses commandes en Gambie, à Banjul. Parce que quand il n'y a pas de convertibilité, ça va plus vite. C'est-à-dire, même de façon électronique, ça peut se faire. Or, tel que les choses se passent, le commerçant ivoirien est obligé, en tout cas pour des questions d'assurance, de se déplacer en personne pour se retrouver en Gambie ou au Nigeria. Parce que, généralement, c'est du B2B et c'est difficile que ça se fasse de façon intra-bancaire parce qu'il n'y a aucune structuration, chacun vit de façon autonome. Ça veut dire que s'il y a aujourd'hui une monnaie commune à tous les pays, ça va renforcer le commerce régional et puis ça va entraîner une stabilité des prix. D'accord. Ça facilitera également le mouvement des populations d'une région ou d'un pays à un autre? Oui, puisque en principe, ça doit pouvoir leur profiter. Parce que d'abord, la monnaie commune, la monnaie unique, rassure les investisseurs. Ça, c'est le premier élément. Quelqu'un qui veut investir dans la zone CEDEAO, quel que soit le pays qu'il choisit, se dit, bon, j'ai vraiment accès avec cette monnaie unique-là, l'ensemble du marché, c'est 300 millions d'habitants quand même. Et donc, ça lui rassure et ça lui permet de dire, bon, je viens construire une usine, peu importe que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir produire pour cette grande population. Et donc, j'ai une marge de 10%. Donc, il fait ses calculs avant. Mais lorsque les monnaies sont réduites, c'est une grande barrière parce que la langue de l'économie, c'est la monnaie. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer une baisse des taxes intra-pays entre membres de la CEDEAO avec la monnaie unique, ou voire pas de taxes même? Ça relève des gouvernants. Mais en l'état actuel, je pense que c'est un peu difficile parce que l'économie de la Côte d'Ivoire n'est pas la même chose que l'économie nigériane, ce n'est pas la même chose que l'économie guinéenne. Vous savez, même au niveau même de la CEDEAO dans laquelle nous sommes, même pour faire les cotisations, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des pays qui ne peuvent pas faire des cotisations. Or, parfois, les cotisations sont issues de prélèvements. C'est-à-dire, moi, je suis ivoirien, je fais du cacao,
On me dit, sur chaque kilogramme de cacao, c'est là un exemple, et on vous prélève peut-être 1% qui va alimenter le fonds qui finance la CEDEAO, mais il y a des pays, s'il ne peut pas le faire, si le font, ça va créer un autre déséquilibre, un déséquilibre budgétaire. Ça va créer ce qu'on appelle... Ce sera un prélèvement de trop sur leur économie. Ça va être un prélèvement de trop sur leur économie. Et parfois, ces pays-là ne peuvent pas se permettre de renoncer à cet argent. Or, cet argent doit servir à financer. Donc, il y a avant tout une question de solidarité, parce que toutes les économies n'ont pas la même taille, et nous sommes dans un ensemble régional. La solidarité doit prévaloir, mais bon, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. D'accord. Alors, ça fait l'actualité aujourd'hui, c'est terminé. Merci, messieurs, d'être venus éclairer la lanterne de nos invités. Merci à vous, Lansine Bakayoko, et puis à Bledson Mathieu. Merci à F. Boué pour son reportage. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Ça fait l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Très bon week-end et à très bientôt sur nos antennes.